Mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. On se retrouve pour la seconde partie de notre échange avec Camille Pex, alias Mère Lachaise. Si vous venez d'arriver, on vous conseille d'écouter l'épisode 9, correspondant à la première partie, afin de profiter au mieux de cette visite féministe au cimetière du Père Lachaise. Dans cet épisode, on a souhaité continuer la balade, mais interroger plus en détail Camille sur son projet. En 2019, elle lance son compte Instagram, @Mère Lachaise, où elle publie les portraits dessinés au fusain de femmes enterrées au Père Lachaise. Devant le succès de l'initiative, Mère Lachaise devient alors un premier ouvrage, paru en 2022, puis un deuxième, paru en 2024. Camille fait également des visites guidées féministes dans ce cimetière. Faire des visites de cimetière, ça peut paraître incongru. Mais vous nous connaissez maintenant. On est là pour parler des initiatives qui mettent en avant les trésors cachés de ces lieux. Le Père Lachaise est un cimetière très touristique, connu dans le monde entier, et qui, de fait, regroupe un nombre conséquent de guides, amateurs ou professionnels, et d'opérateurs touristiques. Mais alors comment se positionner face à cela ? Est-ce qu'une visite sur le matrimoine funéraire intéresse réellement ? Camille nous explique sa démarche éminemment militante. À la fois le compte Instagram et le livre, je les pense un peu comme des guides. Enfin, j'aime bien l'idée qu'on aille avec au cimetière, qu'on se promène, qu'on regarde le plan, qu'on cherche, qu'on fasse ce truc que tout le monde fait avec les tombes des hommes, mais assez peu avec les tombes des femmes, et que le livre soit un outil ou le compte Instagram soit un outil pour faire ça. Donc les visites, c'était un peu la suite logique de ça. Et en même temps, c'était un exercice totalement nouveau que que j'ai complètement appris un peu de zéro. Donc c'était un peu bizarre et en même temps c'est chouette. Enfin, moi, je m'éclate bien à faire ça. Ça me prend beaucoup d'énergie, mais j'y vais extrêmement stressée et j'en ressors avec un boost d'endorphine assez important. Je sais pas, je trouve que c'est assez fou de voir qu'on transmet comme ça directement aux gens. Et en plus, je trouve ça hyper émouvant. Quand on est dans un cimetière, c'est pas comme si on parlait de quelqu'un juste comme ça, quoi. On est sur sa tombe, on a un lien direct avec lui ou elle. C'est pas comme une visite classique, entre guillemets, quoi. Quand t'es sur la tombe de quelqu'un, t'as un truc différent, quoi. Enfin, tu connectes avec la personne, vraiment. Que ce soit la personne qui fait qui guide la visite et aussi surtout les gens qui la reçoivent, quoi. Enfin, je sais par exemple que ce que j'essaye de faire à la fois dans les portraits que j'écris et aussi quand je suis dans les visites, c'est de ne pas faire de la biographie du style il est né à ce moment-là, il est mort à ce moment-là, il s'est passé ça entre les deux, mais plutôt de raconter des anecdotes qui font comprendre comment la personne était émotionnellement, son humour, Je sais pas, par exemple, quand on parle de Jeanne d'Alcy, je trouve que pour moi, une des anecdotes les plus puissantes sur elle, c'est le moment où elle dit « Ok, mais cette fois-ci, je suis pas la maîtresse. Là, maintenant, si tu me reveux, et si tu veux que je m'occupe de toi, il faut aussi ça montre son caractère, sa poigne, enfin voilà, j'aime bien en fait ces trucs-là qui font qu'on imagine une vraie personne en chair et en os, avec ce qu'il y avait un peu dans sa tête et sa façon de parler, de marcher, enfin voilà. J'ai l'impression que jusqu'ici en tout cas, j'ai eu vraiment énormément de chance sur les publics. C'est pas très fun à dire, mais je sais qu'au début j'étais très stressée par les hommes. Plutôt les hommes assez âgés notamment, parce qu'ils ont plus d'aisance, beaucoup moins de peur de parler en public, donc de t'interrompre, de dire « Ah non, mais ça c'est pas ça, ça c'est non. » Et en fait, ça m'est jamais arrivé. Donc j'essaye effectivement de moins raconter chronologiquement, etc. Donc c'est peut-être aussi ça qui joue un peu, je pense, de faire plutôt en racontant des anecdotes, machin. L'organisation se passe soit sur mon compte Instagram, donc c'est des gens qui me suivent généralement, soit via des librairies, donc c'est plutôt des publics de librairies. Donc je pense que j'ai un peu... accès à un public très qualitatif et sensibilisé. Oui, j'ai jamais eu personne qui m'a dit le féminisme c'est n'importe quoi. Je dis tout de suite que c'est des visites féministes, enfin que c'est pas... Je me dis toujours que j'ai énormément de chance, j'ai beaucoup de jeunes femmes en fait dans mes visites. Beaucoup de jeunes femmes avec leurs mecs des fois. J'ai assez peu de mecs et quand j'ai eu la catégorie qui me faisait peur des hommes de plus de 50 ans, ça a toujours été des anges et souvent en fait, c'est des passionnés du Père Lachaise, des gens du 20e, pour qui l'histoire est quelque chose d'ultra passionnant et qui du coup, en fait, adorent apprendre.
Et donc tu leur donnes des informations, tu les nourris d'informations, ils sont trop contents. Et ensuite, eux te disent « Ah oui, il y a ça aussi », mais pas de façon désagréable, pas « Ah, vous avez oublié de dire ça », plutôt en mode genre « Il se passe aussi ça ». Moi, je dis toujours aux gens que je suis pas guide et que s'ils ont des informations, s'ils connaissent bien le cimetière, pareil, comme c'est des librairies souvent autour du Père-Lachaise, j'ai beaucoup d'habitants du quartier et le Père-Lachaise est tellement important pour les gens du 20e, enfin du pourtour du Père-Lachaise, qu'en fait ils ont tous des anecdotes qui sont liées à leur vie à eux, soit des informations, des trucs un jour un guide leur a dit, etc. Et ça je trouve que c'est assez cool parce que ça fait un bon ping-pong un peu, et contact avec les gens quoi. Moi c'est juste ma passion pour le Père-Lachaise, je pensais vraiment pas que ça allait intéresser les gens, mais c'est également parce que j'avais pas vraiment d'informations sur l'existence d'un monde de gens qui adorent les cimetières. Je savais pas en fait. Du coup forcément je pensais que ça allait intéresser ma mère et mes potes et maximum 50-60 personnes quoi. Je me rappelle quand je suis arrivée à 60 personnes qui me suivaient sur Instagram, j'étais là genre voilà, that's it, tu vois, ça va être le max. Et en fait non, il y a plein de gens qui sont intéressés. Je pense que c'est cool parce que c'est à l'intersection de deux trucs, parce qu'il y a je pense des gens qui sont intéressés par les cimetières et des gens qui sont intéressés par les femmes oubliées et des gens qui sont intéressés par les femmes oubliées dans les cimetières. Et je pense qu'il y a un moment aussi avec beaucoup de gens qui parlent des cimetières, qui parlent de la mort, etc. Du coup, c'est probablement le moment qu'il faut choper pour leur dire « Hey, regardez, au milieu de tout ça, il y a des femmes oubliées, quoi. » Je n'avais pas vraiment anticipé que ça allait intéresser les gens. D'ailleurs, je voulais pas créer un compte Instagram. C'est une copine qui m'a dit « Allez, essaye et tout. » Je lui disais « Mais c'est vraiment con parce que ça va pas marcher. Je sais pas faire ça, j'ai pas les codes, j'ai pas le temps. » Et elle a vraiment insisté. Et maintenant, je suis une petite Instagrammeuse qui est tout le temps en train de faire des stories. Alors qu'avant, j'étais jamais sur Instagram. Il est vrai qu'on constate depuis plusieurs années maintenant un renouveau dans les cimetières, ou plutôt un nouvel intérêt pour ces lieux par les usagers et usagères. Cela se ressent dans la gestion et l'aménagement des cimetières par les collectivités territoriales. La crise du Covid est passée par là. On a eu peur de ne pas gérer l'épidémie et son lot de défunts et défuntes. Il a fallu réfléchir à de nouvelles façons d'inhumer, réinventer ces lieux. Cela va de pair avec l'évolution des mentalités, la sécularisation de la société française, de moins en moins croyante en des pratiques spirituelles et religieuses classiques, ou encore la hausse de la crémation en France. On peut aussi évoquer la loi Labbé de 2014, puis de 2021, qui a interdit l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics, et par conséquent, dans les cimetières. Elle a contraint les municipalités à réfléchir autrement et à végétaliser ces lieux très minéraux. Une conscience écologique a donc émergé. Mais c'est aussi la considération des monuments funéraires comme objets patrimoniaux, ou l'importance de la trace mémorielle laissée par ces derniers, qui font des cimetières des lieux auxquels on s'intéresse à nouveau. Côté féminisme, on peut corréler tout cela au mouvement MeToo en 2017, qui a vu un nombre conséquent de femmes prendre la parole sur les violences sexistes et sexuelles et la création de nombreuses associations œuvrant pour le droit des femmes en France. Et aussi une prise en compte de la place du rôle des femmes dans la société, l'histoire, la culture. On se remet à parler de matrimoine, un mot qui n'est pas un néologisme comme le rappelle dans ses travaux Aurore Evin, autrice et metteuse en scène. Le matrimoine concerne l'héritage et les biens culturels des mères, autrement dit des femmes. Il a une histoire politique. C'est un mot qui a disparu du langage courant pour n'être qu'utilisé dans le contexte matrimonial. Mais les femmes intellectuelles, artistes, inventrices ont toujours existé. Elles ont produit tout au long de l'histoire des œuvres culturelles et ont le droit d'être visibles. Et c'est ce à quoi Camille contribue par son travail et la raison pour laquelle il est essentiel aujourd'hui de remettre à jour ce mot dans le langage courant. Alors on est devant la tombe de Virginia Oldoini, qui est plus connue sous le nom de comtesse de Castiglione. Donc c'est une femme qui est née en 1837 à Florence, donc c'est une Italienne à l'origine, mais qui a vécu sa vie en France ensuite. Avec le Père-Lachaise, on peut parler de vraiment plein de sujets féministes. Donc pour Jeanne d'Alcy par exemple, à la fois l'effacement d'un nom et aussi le fait de porter la mémoire de son mari. Pour Missy, la question du lesbianisme et de la transidentité. Enfin voilà, on peut vraiment avoir plein de sujets féministes à plein de tombes. Celle de la comtesse de Castiglione, c'est vraiment la question des normes de beauté. Du poids hyper important des normes de beauté sur les humains. Souvent femme. Elle est née en Italie, elle était très belle, qui fait qu'en fait à l'adolescence sa famille s'est demandé ce qu'ils allaient faire d'elle parce que c'était une monnaie d'échange quoi, tellement elle était belle. Donc ils l'ont mariée avec un comte, ce qui était le premier à 17 ans, c'était la première étape de son utilisation comme monnaie d'échange à cause de sa beauté. Elle a eu un fils assez rapidement, donc à 18 ans elle était mère.
Et ensuite, ils se sont dit, il y a peut-être mieux à faire en fait que juste de faire comtesse. Ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'elle devienne la maîtresse de Napoléon III. Comme ça, l'Italie pourrait intriguer dans la politique française via Napoléon. Donc, ils l'ont déplacée à Paris et ils l'ont fait rencontrer l'empereur. Elle est devenue sa maîtresse. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 ans en gros. Ensuite, elle était à Paris. Le temps a passé. Le truc de sa beauté avait été tellement important. Ils disent qu'elle était autoproclamée plus belle femme du siècle. Elle racontait à tout le monde sa beauté. On l'a surnommée la perle d'Italie. Enfin voilà. Ce qui a fait que, en fait, en vieillissant, elle s'est complètement retirée du monde. Un peu comme si vous avez lu Les Sentiments du prince Charles, l'histoire de Sissi, qui a vraiment pas du tout supporté de vieillir. C'est un peu la même histoire. Elle vivait dans les beaux quartiers parisiens, dans un entresol. Donc elle avait fait voiler toutes les fenêtres, tous les miroirs, pour pas qu'on la voie. Elle sortait que la nuit. Et elle a vécu sa vieillesse, quoi. Enfin, à partir de ses 35 ans, quoi. À vraiment se cacher du monde de plus en plus parce que sa beauté qui flétrissait était quelque chose d'insupportable, quoi, pour elle, à cause de tout ce qu'on lui avait fait porter sur les épaules. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'il y a un renversement de ce truc-là, qui est qu'après sa mort, ils ont découvert qu'en fait, toute sa vie à Paris, elle a passé tout son temps à régulièrement prendre des photos avec un photographe, qui était du coup son photographe confident attitré, quoi. Et donc elle allait le voir, il s'appelait Pierre-Louis Pierson peut-être, plutôt à la française. Et donc elle le voyait très régulièrement et ils faisaient des photos ensemble, mais on pense probablement que c'était plus le photographe faisait le côté technique, mais c'était elle qui décidait des poses, des cadrages, etc. Donc en fait, elle est considérée maintenant comme une pionnière de l'autoportrait photographique. Il y a des tonnes et des tonnes de photos. La plus connue est une photo où elle porte sur son œil une Marie-Louise, un passe-partout, qui est assez connue quand même. Elle a été utilisée sur des couvertures de livres, etc. Et même quand elle était vieille, vraiment vieille. Elle posait avec des tenues extravagantes, des toilettes de sa jeunesse, coiffée ou pas, cheveux blancs. Et en fait, du coup, elle a eu une espèce de monde rien qu'à elle, avec ce photographe, pendant lequel elle a renversé ce poids du vieillissement et du flétrissement et de peur de plus être comme il faut, belle, non. Elle a eu un espèce de petit monde secret rien qu'à elle, dans lequel elle a repris le pouvoir sur son image, quoi. Mais sans jamais le rendre public. Et donc ces photos ont été vraiment un sujet de fascination pour plein de gens quand ils les ont retrouvées. Je ne sais pas si c'est par le bouche à oreille, mais il y a un jeune écrivain, le comte de Montesquieu, qui s'est mis à les collectionner, qui était hyper fasciné par elles. Et du coup, ça a créé un truc d'importance autour de cette œuvre-là. Et ça tombe, qui ne ressemble pas à grand-chose, qui pourrait complètement passer inaperçu. Il y a toujours des nouvelles fleurs, il y a toujours des gris-gris, des gens qui déposent des petits trucs. Alors je ne sais pas si c'est les Italiens ou s'il y a un petit culte un peu qui existe. On ne sait jamais trop, mais là, par exemple, il y a une espèce de cloche sous laquelle il y a un petit pot de miel qui est là depuis un moment. Il y a une petite chouette qui est là, qui est récente, je pense. Je ne l'avais pas vue avant. Il y a des icônes. Je sais qu'à un moment, il y avait il y avait une petite chaussure à talons de Barbie. Quelqu'un avait posé ça. Et une espèce de bague un peu en ferraille. Enfin, il y a toujours des nouveaux trucs. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais en tout cas, j'aime bien. C'est une tombe qui vit beaucoup, quoi, qui bouge. Elle était assez morbide dans les derniers moments de sa vie. Elle a un peu écrit des choses, notamment un testament avec beaucoup de dispositions sur ce qu'elle voulait, notamment sur son corps, comment elle voulait qu'il soit, etc. Et donc vraiment, là, moi, je l'imagine comme vraiment la vieille excentrique qui sort pas de chez elle, qui du coup devait être vraiment un sacré personnage, quoi. Donc elle avait 2 bichons qui sont morts avant elle, qui du coup elle avait fait empailler, qui étaient dans sa maison empaillés. Ils s'appelaient Sanduga et Casino. Et elle avait demandé que son corps soit allongé avec chaque bichon sous ses pieds. Donc je sais pas si c'est le cas, mais moi je l'aime bien, je l'imagine là-dessous. Un squelette avec deux bichons empaillés sous les pieds. Pour finir cette balade, on a demandé à Camille la raison pour laquelle elle s'intéressait au cimetière et son rapport à la mort. J'ai toujours été hyper fascinée par la mort et en même temps, c'est un peu genre la psychanalyse le truc, mais dans ma famille, ils ont été ils sont partis du principe que j'étais trop sensible pour la mort, donc je pouvais pas aller aux enterrements, etc. Ils me disaient rien, quand mon chien est mort, ils m'ont pas prévenu. Il y avait un peu un truc, j'avais un peu un truc de
d'être un peu considérée comme le petit bébé qu'il faut pas lui dire parce que, enfin voilà. Mais moi j'ai toujours été un peu fascinée. J'allais un peu dans les cimetières. J'ai vécu à Mayotte quand j'étais adolescente. Du coup les cimetières musulmans sont hyper différents. Enfin, t'as quasiment pas de pierre tombale. Tu peux vraiment t'y balader et tout. J'y allais un peu, mais on y allait un peu avec une impression d'interdit. Je pensais pas trop que c'était un endroit où on pouvait vraiment aller. Et je me rappelle vraiment la première fois que je suis venue au Père-Lachaise et ça m'a rendu ouf. Donc je pense que j'avais un peu une prédisposition, disons, mais je m'étais un peu contrariée. Avant le Père-Lachaise, quoi, j'avais pas vraiment théorisé mon attrait pour les cimetières et pour la mort. Mais ensuite le Père-Lachaise m'a fait basculer totalement. Je visite des cimetières partout. Franchement, souvent je vois pas l'intérêt de visiter autre chose. Je trouve que ça dit tellement de trucs. Je sais pas, là, donc je suis allée en Irlande. On a voulu visiter l'ancienne prison dans laquelle les républicains avaient été enfermés, etc. On n'a pas pu visiter la prison, on a visité le musée. C'était roboratif, c'était hyper chiant. C'était des espèces d'énormes panneaux avec on comprenait rien, les dates, le début, la fin, etc. On est allé au cimetière. On est allé chercher les tombes des républicaines. On a lu leur histoire, leur vie, leur truc. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appris sur l'histoire du pays, sur l'histoire de la ville, via son cimetière et les personnes qui y sont enterrées, qu'en allant au musée, quoi. Et enfin, comme à chaque visite dans un cimetière en compagnie d'un ou d'une invitée, on lui demande sa définition du cimetière. Un endroit pour les vivants, pour honorer ceux qui sont venus avant eux et qui ont fait l'histoire. Je trouve que c'est un lieu d'histoire surtout, en fait. Un lieu d'histoire et de mémoire et d'émotion et de lien avec les personnes qu'on a perdues personnellement, mais aussi beaucoup vraiment un lieu d'histoire, quoi, qui montre les strates d'histoire successives d'un endroit. Je pense que ça peut être, du coup c'est pas vraiment la définition, mais c'est quelque chose que ça peut être, c'est un lieu de réappropriation féministe de la mémoire. Ça, je trouve que vraiment, c'est un peu le truc que j'ai compris, je crois, en faisant ça. C'est pas du tout dans ma démarche de base, c'est plus un truc que le cimetière m'a appris. C'est que, en tant que personne lambda, entre guillemets, on peut utiliser le cimetière pour se réapproprier la mémoire. Donc moi, je le fais de façon féministe, après on peut le faire... Ça peut être une réappropriation queer de la mémoire. Au cimetière du Père-Lachaise, il y a tellement de personnalités LGBT. Ça peut être une réappropriation sous une lecture sociale, en cherchant plutôt les personnes qui ne sont pas de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie et la mémoire ouvrière. Bon, au Père-Lachaise, ce n'est pas l'endroit où c'est le plus présent, mais ça existe aussi. Enfin, voilà, on peut utiliser le cimetière pour, en tant que citoyen, se réapproprier son histoire. On tenait à remercier chaleureusement Camille pour son temps et ces 2 épisodes sur lesquels on a eu plaisir à travailler et qui sont surtout nécessaires. N'hésitez pas à les envoyer à des personnes sensibles aux questions féministes et au matrimoine, qu'ils soient funéraires ou pas, ou bien à des membres de votre famille qui ont encore des doutes sur l'importance de lutter pour les droits des femmes en France et dans le monde. Vous pouvez retrouver Camille Pex sur son compte Instagram, @merlachaise, ou bien en librairie, avec ses 2 tomes, Mère-Lachaise, et son dernier ouvrage paru dernièrement, un recueil de poèmes nommé Carcasse au pluriel. Vous venez d'écouter Visite mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @visite mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Visite mortelle.